Grandissimo, Leclerc, le pilote monégasque, signe sa seconde victoire de la saison sur sa Ferrari à domicile à Monza. Un succès surprise, tant les McLaren se sont montrés les plus rapides tout au long du week-end. Comment s'est construite la victoire de la Scuderia? McLaren a-t-elle commis une erreur en ne donnant pas de consigne à ses pilotes? Faut-il attribuer un carton jaune à Oscar Piastri pour son dépassement musclé sur son coéquipier Lando Norris? L'écurie de Woking a-t-elle renoncé au titre pilote face à Max Verstappen, de plus en plus en difficulté sur sa Red Bull? Retour également sur la titularisation d'Andrea Kimi Antonelli chez Mercedes. Est-ce un pari risqué pour Toto Wolff? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait la F1. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo s'il vous plaît, c'est très important. Et je vous rappelle que nous sommes également disponibles en podcast audio sur Apple Podcast, Spotify et Deezer. Vous le savez, On refait la F1, c'est chaque lundi soir après un Grand Prix. Avec comme chroniqueur cette semaine, en l'absence de notre team principal, un invité que vous avez déjà découvert dans cette émission. Il s'agit bien sûr de Philippe Vandel. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Alors tu as une double actualité Philippe, Oui. En plus de ta chronique dans la Tribune dimanche, tous les dimanches. Un magnifique ouvrage. Génial. Les pourquoi des Jeux Olympiques. Ouais. Qu'est-ce Malheureusement, il n'y a pas de Formule 1 dedans. C'est toutes les questions qu'on se pose sur les Jeux Olympiques. J'avais commencé il y a très longtemps. Le journal de l'équipe m'avait demandé de faire les pourquoi de la F1, que j'avais fait, j'étais ravi. Et là, je me suis dit, je vais en faire des 9. J'avais fait aussi des pourquoi du sport autour des Jeux Olympiques. Bon. Et tu veux un exemple? Ouais. Un exemple. Pourquoi le drapeau de la Grèce est bleu et blanc? Je soumets ça à votre sagacité, les gars. Hommage à Alpine? Non, du tout. On imagine que c'est parce que c'est le soleil et les maisons blanches. Ouais. Rien à voir, et vous allez voir que c'est un rapport avec l'émission d'aujourd'hui. En fait, la Grèce a subi plein d'invasions. Je fais la chose très très courte. Et tout d'un coup, au 19e siècle, a été décidé qu'il allait y avoir un roi qui allait régner sur la Grèce, après avoir chassé les Ottomans. Ce roi, c'était Othon Ier. Et Othon Ier, il était allemand, il venait de Bavière. Or, vous voyez, Bayerische Motorwerk, BMW, les couleurs, c'est bleu et blanc. Eh bien, en fait, les couleurs de la Grèce, ce sont les couleurs de la Bavière. Bim, et toc. Et donc c'est incroyable. On vend partout. C'est tout. Édition Kero. Je l'ai vu hier au Monoprix. Il était au Monoprix mis devant en entrée du Monoprix. C'est la bonne nouvelle du jour. Dans la description de la vidéo en duplex, nos tifosi qui sont en extase cette semaine, à commencer par le gardien du temple, gardien de l'église Ferrari, Alain Di Duca alias Don Camille. Bonjour mon père. Buongiorno a tutti. Écoutez mon père. Que tu vas nous faire sonner il sonne, regarde, écoute. Les cloches de Maranello ont sonné ce week-end. Obligé. Un jour de grâce. Ouais. À tes côtés, le maire du village Baïséa, on le surnomme Pépone, puisque c'est le maire, monsieur Fabrice Marcella. Bonjour Fabrice. Salut Olivier, salut tout le monde. Alors, on va pas, pour que personne ne soit jaloux, toi aussi tu nous as sorti un joli ouvrage. Hein. Ça s'appelle oui, c'est un bouquin pour innover. Et c'est couleur Ferrari. Jaune Ferrari, ça ne se pas. Alors c'est quoi Coopérer pour innover? Eh bien, c'est un bouquin pour tous ceux et toutes celles qui cherchent à faire de l'innovation autrement. Il retrace 10 ans de projets au sein du village Baïséa que je dirige, et qui parle de l'innovation sous toutes ses formes, l'entrepreneuriat, comment je travaille avec des startups. Voilà, tous ces sujets-là vous sont résumés dans ce bouquin qui est disponible à la Fnac, chez Amazon ou sur Duno également. Ce sont les éditions Duno qui nous ont fait confiance. Alors c'est quoi cette belle bouteille? C'est pour nous, c'est ça? Cette bouteille là, alors c'est une bouteille déjà qu'on va se partager tous les deux, non? Et puis bien sûr, on vous offrira un verre. Tout à l'heure, si vous êtes sage et reconnaissant. Ouais. Bien. À mes côtés en plateau, on le surnomme Red Forever c'est un fan d'Alpine. Monsieur Guillaume Pommier, bonjour Guillaume. Ça va? Bonjour à tous. Oui, 14e et 15e, on est là. Oui. On est dans le match. Et à ses côtés... Il y a quelque chose d'uniforme. Hein. Ça serait plus chiant s'il y en avait un 5e et un 20e. 14-15e, tu dis, c'est le niveau de la voiture. Il m'a passé une casquette Alpine pour ne pas être en full rouge. Hein. Je ne peux pas m'afficher en vert à cause de notre fond vert. Monsieur, on le surnomme l'Helmut Merco pour son côté incisif envers les pilotes. Monsieur Laurent Bandanach, tu sais ton ami Laurent, mais bon, fatigué, début de saison, tout va bien. Laurent Bandanach, grand fan de Mercedes.
mais un peu en Et demi-teinte. D'Hamilton, on va en reparler. Et puis moi, vous savez, je demeure un fan absolu de Fernando Alonso. Moi, je ne peux pas m'afficher aux couleurs d'Alonso, donc je vais du côté de Ferrari. Je suis très en soutien de la victoire. Opportuniste. Un dernier mot au sujet du sponsor principal de notre émission, à savoir Winamax. Le site de paris en ligne Winamax offre à tous les nouveaux abonnés de notre émission, tout simplement à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier. Pour découvrir vos avantages, rendez-vous en fin d'émission lors de la rubrique pronostic ou encore tout simplement en allant voir dans la description de cette belle vidéo. Je vous rappelle que bien sûr les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs et je vous rappelle également que c'est un jeu et qui ne permet pas de s'enrichir, qui n'est pas une alternative au travail, Laurent Pantanat. Oui, tout à fait. Ouais. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'au regard du championnat actuel, il est très très difficile d'imaginer qui va gagner. Donc on va en parler un petit peu plus loin. Ouais. Donc les paris reprennent du goût parce que là, la donne est relancée. Là, c'est incroyable. Quoi. On peut s'offrir de jolis restos. En tout cas, un grand merci à Winamax qui sponsorise ce contenu. Messieurs, Radio Tchèque, vous êtes prêts ? Évidemment. Et on commence comme d'habitude par les tops et les flops du Grand Prix de Monza. On le disait en préambule, victoire surprise de Ferrari ce week-end. Charles Leclerc dans le temple de la vitesse à Monza en Italie. C'est la stratégie de la Scuderia qui a fait la différence en ne faisant qu'un seul arrêt contre 2 pour les McLaren. On commence par Camille, qui est le gardien du temple Ferrari. Donc Camille, vraiment une belle victoire de Charles Leclerc, une victoire impressionnante, notamment dans la gestion des pneumatiques. Donc Camille. Bon, alors pas surprise, parce que je vous ferai remarquer, cher ami, que lors de la semaine dernière, j'ai prédit la victoire de Charles. C'est vrai. On commence par ça. Deuxièmement, je dirais que Charles a conduit avec ses pneus. Solid, very solid. Hein, et j'en rajoute une autre qui fera plaisir à Laurent, c'est que je trouve qu'il a géré les pneus à la Lewis. C'était une gestion méga parfaite. J'ai pas tout à fait compris le début quand il y a eu le premier changement de pneus, mais après ça paraissait clair, quoi. Il suivait plus Piastri, il laissait faire. En fait, il savait très bien ce vers quoi ils allaient. Et je pense pas du tout qu'il y ait quoi que ce soit quand Fred Vasseur dit à l'arrivée, on avait prévu le coup. Je pense qu'il l'avait prévu. Et quand on regarde en plus l'état des pneus de la Ferrari dans les derniers tours, c'était bluffant, quoi. Pendant ce temps-là, Norris qui appelle son stand et qui dit je fais comment pour gérer mon pneu avant gauche, quoi. Donc là, il va falloir en tenir compte pour la suite de la saison. Ferrari est dans la position tout à fait inverse de l'année dernière. Ça va pas du tout en essai, donc ça rend les pilotes un peu furieux, mais en course là ça marche vraiment. Donc on a vu une vraie différence avec Sainz qui n'a pas pu résister à Piastri. Ouais, mais il n'a pas fait la même course. Mais quand même, il a super bien géré les derniers tours. Il a été impressionnant pour ça. Ouais, mais il n'a pas fait la même course. Il a couvert. Il a joué une part de couverture. Donc c'est normal qu'il y ait un peu plus d'agressivité dans sa conduite pour protéger Charles, quoi. Ouais. Et il a été irréprochable là-dessus. Moi, je dis bravo Sainz. J'aurais aimé qu'il soit 3e, tu vois. C'est son anniversaire. Dans les tops, je suis d'accord absolument avec ce qui a été dit. Moi, j'avais mis, et je le mets, Fred Vasseur. Parce que j'ai l'impression que c'est une stratégie globale. Et on n'a pas parlé d'une chose, puisqu'on va détailler tout ça. C'est que tous étaient dans l'inconnu à cause du resurfaçage. Et donc, il a fait un petit pari en disant ça peut tenir et on va faire comme si ça pouvait pas tenir. Toi, tu penses qu'ils ont vraiment prémédité un seul arrêt dès le départ ? C'est pas les circonstances de course qui ont fait qu'ils sont arrêtés. Je pense qu'ils le savaient, je pense qu'ils l'ont testé sur le simulateur. Et ce matin, je lisais une interview du frère de Charles, dont le prénom m'échappe à l'instant, Arthur, qui disait on est déjà sur le simulateur, j'ai fait beaucoup de simulateurs. Ils ont simulé différentes abrasions de la piste. Donc bravo Fred Vasseur. Et peut-être qu'il a fait jouer à Sainz en rôle de chien fou en partant plus vite pour faire croire, pour pas que les oranges imaginent que les rouges avaient cette stratégie. Oui, pour qu'ils disent ils gaspillent un petit peu leur pneu. Pépon, l'undercut de Norris sur Leclerc au début, moi personnellement, elle m'a inquiété. C'était ton cas également ? Oui, elle m'a inquiété aussi. On se demande pourquoi ils ne l'ont pas fait sortir, en tout cas sur le moment, en même temps que Norris.
Mais en tout cas, c'était quand même une super surprise. C'est une victoire qui fait du bien. On ressent pas trop ça sur le plateau, mais enfin très, très honnêtement, enfin on s'est quasiment appelé. Allez, ouvris-moi cette bouteille. Tiens, est-ce que tu peux l'ouvrir le temps que je commente? Mais voilà, depuis Monaco, quand même, on perdait espoir de voir Ferrari revenir aux avant-postes. Et c'est assez extraordinaire de voir ce qui s'est passé là. Il y a eu des updates. Ces updates, en plus, ils ont été plutôt efficaces. Ils ont peut-être 9 updates. C'est ce qui est beaucoup, hein. Ce qui est beaucoup. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout de voir Charles Leclerc aussi bien positionné. Les autres concurrents non plus. D'ailleurs, ils se sont aperçus très très tard, finalement, que Ferrari n'allait pas faire un arrêt. Et c'était trop tard. Norris n'a pas réussi à revenir sur Leclerc. Et il y a eu un grand moment de stress. Enfin, pour tous les tifosi, c'était quand même quasiment insupportable d'attendre. Mais voilà, ça fait du bien. Donc, à toi, donc Camille. Là. Alors, Salute. Tu nous disais, Philippe, que c'est la victoire aussi de Vasseur. En tout cas, il fait taire les critiques. Bon, son texte a commencé à monter du côté d'Italie. Et puis, on ne sait toujours pas ce que va devenir Adrian Newey. Il semble s'éloigner de l'écurie italienne. Hein. Donc, ça arrive vraiment au bon moment. Et Newey, alors, c'en est où la rumeur alpine avec Flavio? Je ne pensais pas vous faire rire si vite en donnant une info. J'avoue, je ne pensais pas que j'allais provoquer une rumeur. De toute façon, il y a la place chez Alpine. C'est sûr qu'il y a de la place. Apparemment, ce serait Aston qui tiendrait la corde. Oui, toujours. En tout cas, Jean Alési disait, alors je ne sais plus si c'est sur une chaîne française ou italienne, j'étais un peu sur les deux. Sur Canal. C'était sur Canal. Il semblait effectivement confirmer un Newey qui ne viendrait pas chez... tirer les oreilles, l'ami Janot. A priori, il voulait prendre des prérogatives de Fred, et que c'est plutôt Fred qui a freiné in fine. Donc voilà. Quand on voit la tête de Flavio Briatore, j'ai l'impression que c'est lui qui s'est fait tirer les oreilles. Pas que d'ailleurs, pas que. On va enchaîner, c'est très belle, bravo. Comment j'enchaîne avec ça? Guillaume, ton top, c'est également Ferrari. Alors oui, c'est Ferrari, parce que quand on n'a pas la meilleure voiture du plateau, et Ferrari n'avait pas la meilleure voiture ce week-end, et puis qu'on gagne la course, c'est qu'on a fait un super week-end, et notamment dans le déroulé opérationnel des événements, ils ont été très forts. Parce que c'est pas les 9 évolutions qui font gagner Ferrari, c'est pas le pilotage de Leclerc, même s'il a bien géré les pneus, c'est vraiment la stratégie et l'exécution opérationnelle tout le week-end, en particulier pendant la course, qui fait gagner Ferrari, donc bravo à eux, et c'est mon top, évidemment. Ouais, mais plus l'update, plus Charles, enfin, c'est vraiment la combinaison de l'ensemble. Plus Carlos, voilà. C'est un tout, il a raison, c'est un tout. Hein. Et juste, je précise pour dire que Ferrari avait effectivement dès le départ une stratégie à un seul arrêt. Il y a quelque chose qui peut un peu nous le prouver, c'est la radio de Sainz. Quand il voit tous les autres pilotes qui s'arrêtent, il dit oulala, ces gars-là, ils vont avoir du mal à aller au bout. C'est vrai. En gros, on lit entre les lignes, nous on va aller au bout, enfin nous on pense faire ça, mais c'est un peu tôt. On va attendre un peu. Et Sainz attend d'ailleurs un petit peu plus que Leclerc pour s'arrêter, c'est peut-être pour ça qu'il perd un peu de temps aussi. On ne comprend pas tout de suite le commentaire, tu as raison. Une chose est sûre, c'était pas gagné pour Ferrari lors des qualifs. C'est seulement 4e et 5e, malgré, on l'a dit, l'introduction de 9 évolutions. Elle n'est pas effectivement la plus rapide par rapport à la McLaren, mais en matière de dégradation des pneus, il y a quelque chose qui a été trouvé. Donc ça fait bien 3 victoires cette année pour Ferrari, dont Monaco et Monza. Est-ce qu'on peut dire, messieurs, que quelque part, Ferrari a sauver sa saison déjà. On dirait qu'en Lyon, on gagne la Coupe de France. Très bien. Laurent, quel est ton top cette semaine? Moi, j'ai du mal à choisir, mais j'ai du mal à choisir parce qu'il y avait beaucoup de choses, mais j'ai lu énormément de critiques sur Piastri, qui disaient oui, il a failli tout gâcher et tout ça. Et moi, je demeure impressionné par Piastri, pas que sur cette course, de façon générale. Je trouve que c'est une maturité malgré sa jeunesse. Et son dépassement est... Enfin, il faut avoir le cœur sacrément accroché pour faire. C'est osé. Il se tire la bourre. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance dans l'équipe. Ça va pas durer, mais je trouve que l'équipe laisse. D'ailleurs, ils ont dit tu as le droit d'attaquer ton coéquipier. Papaya Rule, comme ils ont donc selon la Papaya Rule. Papaya Rule. Donc, on sent que à un moment donné, ça risque de friter, mais. Il a une ouverture, il a pris, c'est passé, il n'y a pas de casse, il n'a pas hésité, et finalement il finit le vol. Ouais, bravo à lui, parce que s'il y a de la casse, c'est pas la même histoire. Ah non, ça sera un flop. Il a montré de l'autorité, du caractère pour un jeune pilote, mais franchement, quand t'es 1 et 2,
tu fais un peu perdre ton écurie quand même à cause de ça. On en parlera dans un Il n'y a pas de casse parce que Norris lève le pied. Et la preuve, il perd 2 positions, Norris. Parce que là, on va en parler dans les flops. De mon côté, mon top, c'est tout simplement le tarmac de Monza qui a permis 16 stratégies d'un seul arrêt. Alors, je ne veux pas faire les complotistes, mais en tout cas, Pirelli, Ferrari, Italie, voilà Monzi. le Monzi. Oh là là, c'est petit ça. Voilà le résultat. Oh là là. Oh, bah écoutez, on enchaîne avec vos flops. On n'a pas encore parlé de Red Bull. Max 6e et Perez 8e. L'avance en championnat fond comme neige au soleil. C'était le flop d'Eric, mais il ne peut pas être là cette semaine, donc il m'a demandé de le dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Ça ne fonctionne pas. Ils sont vraiment dans l'impasse aujourd'hui. Ça ne fonctionne pas, mais ils ne sont pas mauvais. Pour moi, ils sont pas bons parce qu'il n'y a qu'un seul pilote qui marque les points. C'est un autre débat. Si Perez était là, ils sont deux. Pardon, ils sont deux à marquer des points cette semaine, mais ils sont loin. Oui, mais ils sont tellement loin. Non, mais sur le championnat, c'est 7 et 8. Ce qui est inquiétant, c'est qu'ils sont en train de se faire remonter par McLaren au championnat constructeur parce que Perez ne marque pas les points. Ferrari aussi. Marque pas les points qu'il devrait marquer. Et puis là, ce week-end, par rapport à d'autres grands prix, c'est pas Perez qui est vraiment en retrait. Là, Red Bull, c'est la 4e force du plateau ce week-end. L'écurie derrière McLaren, Ferrari et Mercedes. Mais moi je peux pas faire la gueule parce que ça me fait tellement plaisir de plus les voir gagner. J'aurais pu les mettre dans mes tops. Ils rajoutent du spot. Moi je peux les mettre dans les tops parce que je suis d'accord. J'aurais pu les mettre dans mes tops. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Laurent. Non, ce que je trouve beaucoup plus inquiétant pour moi, c'est que on sent que c'est un problème global. Ils ont eu un problème de changement de pneus sur la voiture de Max. C'est pas juste. La voiture est un peu moins bonne. On se rend compte qu'il se passe quelque chose. On se rend compte que Yoss a continué à aboyer. Bon, il aboie tout le temps, mais Max a publié ce matin. Il y a eu un article ce matin où il est pas content. Hein. Il a parlé avec la presse hollandaise. Il leur a dit dans sa langue, la voiture était au top du plateau et maintenant elle est devenue un monstre. Exactement. Moi, il y a un truc qui m'a surpris. Enfin, alors je ne sais pas si habituellement on retransmet pas à chaque fois les conversations entre Max et son écurie, mais là on sentait un gamin paumé qui demandait à son équipe de se réveiller, qui demandait à son équipe de savoir s'il devait accélérer ou freiner. Enfin, j'ai trouvé ça assez étonnant, ce manque d'autonomie, comme si habituellement il l'avait peut-être perdu. J'ai trouvé ça étonnant. Alors moi j'ai pas compris ça comme ça. J'ai compris qu'au contraire il leur mettait le nez dans le caca en disant alors maintenant je fais quoi? Il faisait comme un pilote débutant. Il disait si puisque vous êtes si fort, je vais vous laisser vous démerder. Je pense pas qu'il était perdu. Je pense qu'il avait sa solution, mais qui s'est dit je vais laisser les autres se démerder. Ils nous ont mis dans la merde. Ils vont devoir assumer. Moi j'ai pas trop aimé son attitude parce que Red Bull l'a tellement fait gagner. Mais oui. Et là maintenant dès qu'ils sont un peu moins dominants, il reprend son attitude un petit peu gamine, un peu moins mature. Il tape sur le volant, il est agressif. En gros, le Verstappen d'avant, quand il était plus jeune, c'est pas top. Allez, Laurent, pour conclure, avant qu'on donne la parole à Camille. Mais en fait, il s'est passé quelque chose, et on va en parler un petit peu après. Le plateau se resserre, c'est-à-dire, avant, on en pouvait aller un peu partout. Et puis là, chaque écurie a annoncé quels seront ces 2 pilotes pour l'année prochaine. Et finalement, ça devient fermé. Donc en fait, jusque-là, il y avait encore des possibilités de dire, je vous mets la pression, faites les choses. Et là, en fait, il se retrouve un peu acculé. Il est presque condamné à être avec Red Bull l'année prochaine. Il y a pire. Et oui, mais sauf que si ça marche pas, là, il se dit merde. Est-ce que j'ai pas fait une connerie à un moment donné? Tu vois, il a allé chez Mercedes. Et ouais. Il a peut-être ce truc-là. C'est intéressant, mais on va en parler de la signature. En tout cas, moi j'ai un truc. Donc, le bazar a commencé début de saison et même à la fin de la saison dernière. Quand, à la tête d'une entreprise, tu as une bagarre, c'est jamais bon. Cette bagarre a fait que, au sein du personnel, il doit y avoir des trucs pas évident, et puis tu as le départ de Newey. Donc ça, c'est la première partie, c'est la partie humaine chez Red Bull, ça, c'est pas bon. La deuxième, c'est que le parti pris qu'ils ont eu de changer complètement le concept, a priori, c'est peut-être une mauvaise idée. Et là, c'est au niveau technique que ça joue. Donc moi, je devrais donner un pronostic aujourd'hui, ce que j'aurais jamais fait il y a 6 mois. Je crois que Red Bull devient la 4e force du plateau. C'est hallucinant. Je te confirme. Et qu'on se prépare à une fin de saison juste magnifique. McLaren jouant, à mon avis, avec Monsieur Zach qui décide de tout, qui dit moi, d'abord l'argent, donc d'abord l'écurie. Parce que c'est pour ça qu'on part vers ça. Hein. C'est d'abord être le premier du plateau, parce que c'est moi qui récupère le plus d'argent. Voilà. On l'a dit, donc l'écurie Truchen ne domine plus dans Camille. C'est aussi ton flop après, et c'est aussi ton flop, Pépone, cette semaine, Red Bull.
Oui, alors je disais, j'ai beaucoup hésité entre top et flop pour Red Bull quand on est passionné de Ferrari. Mais oui, en tout cas, c'est mon flop. Et on a quasiment tout dit. Et ce que je relevais, c'est que finalement, quand tout va mal, finalement, on est dans ce cercle vicieux où vraiment, il n'y a rien qui marche. On a vu l'arrêt au stand catastrophique de Max. Voilà, mais avant, jamais ça aurait été possible, ce genre de choses. De quoi ? Seulement 4e ligne en qualif. 4e ligne en qualif. Qui est seulement à 4 millièmes de Max. Ça montre qu'il y a vraiment un problème. C'est vrai, il y a un problème de Max. On peut le dire comme ça. Et puis 7 dixièmes de retard sur le McLaren en qualif, ça fait mal. Donc ça va faire presque 6 Grands Prix sans victoire pour Max. Plus que 62 points d'avance sur Norris. Il aurait pu en avoir beaucoup moins. On va en parler. C'est pas là. Championnat pilote. Ça reste encore confortable. Oui, tu disais. Non, mais c'est pas les. Je vais dans le sens de nos amis ferraristes et plus particulièrement de Alain. C'est que il y a que 8 points entre McLaren et Red Bull. Donc 8 points, c'est rien quoi. Non mais 8 points, ce que je veux dire, c'est que tu premier, t'es deuxième. Donc tu vois, ça devient 2 fois et c'est fini quoi. Ouais. Ça devient, tu vois, 25-18, c'est ouf. Bam. Moi, je vais plus loin. Bakou, Red Bull était passé et 2 Grands Prix de plus et Ferrari dépassera Red Bull. Ouais, c'est ça. Il y a 39 points. Il n'y a que 39 points. Mais même Mercedes à 154 points, à 154 points, tu te dis... Non, quand même pas. C'est la spirale négative et la sérénité n'y est plus. Moi, je veux bien prendre le pari sur Mercedes qui rattrape Red Bull en fin de saison. Ouais, vraiment un quart de Lambrusco, franchement. Je passe. Guillaume, ton flop cette semaine. Je pense que mon flop, ça doit être le flop de ce Grand Prix, c'est McLaren. Alors, je ne comprends pas trop pourquoi on parle beaucoup de Red Bull, mais c'est McLaren qui perd la course ce week-end. McLaren avait la meilleure voiture et McLaren a offert la course à Ferrari sur un plateau. Je trouve que c'est une erreur, mais vraiment de débutant. Vous leadez la course, vous n'avez pas en fait à anticiper un potentiel undercut. Il y avait 5 secondes entre Piastri et Leclerc. Vous restez en piste et vous voyez ce que Leclerc fait. Là, franchement, à 13 tours de la fin, ils vont arrêter Piastri. Le mec ressort avec 18 secondes de retard sur Leclerc. Mais comment voulez-vous rattraper ça ? Il faut quasiment 1,5 seconde par tour. Donc ça va pas. Donc en gros, et c'est pas la première fois. Et je pense que Verstappen, bravo à lui, va être champion du monde pilote parce que McLaren n'a pas optimisé la stratégie pour Norris depuis le début de la saison. Ça fait un Grand Prix de plus. En gros, ils se sont, honnêtement, je le dis un peu, ils se sont chiés dessus sur la stratégie. Notamment, et sans ça, c'est McLaren qui gagne le Grand Prix. Alors moi, je suis moins catégorique que toi parce que quand il ressort et que tu dis il faut 1,5 seconde par tour, il pensait que le pneu de la Ferrari était complètement rincé et sur les ordis et les simulations et l'IA, ça disait tu vas remonter, tu vas te faire 1,5 seconde par tour. Les commentateurs, ils n'étaient pas plus inquiets que ça. Ils se disaient waouh, tout ça va se jouer dans les 3 derniers tours. Et les 3 derniers tours, il les a jamais vus. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je veux dire, dès qu'il est ressorti, quand j'ai vu qu'il y avait 18 secondes et qu'il y avait en plus Sainz entre les deux, j'ai dit c'est mort. Guillaume, tu penses pas que McLaren a perdu finalement son Grand Prix au départ quoi, laisse-le-moi, c'est mon flop. C'était mon flop. Avant de parler des flops depuis plusieurs semaines, il y a une Piastri mania. Vous êtes tous en love sur Piastri. Mais franchement, je trouve que ce qu'il fait. Alors je dis pas que c'est une erreur pro, faut pas aller. Mais quand même, c'est pas classe, c'est pas bien, c'est pas pertinent. Norris, il se retrouve 3e. Franchement, moi, je suis Zach Brown, je suis pas content. Mais on en parle. J'ai l'impression qu'il s'en fout. Et on en parle de c'est Norris qui tape le panneau sur le freinage. Là, c'est quand même pas mal. C'est autant faire conduire ma grand-mère. Histoire d'assombrir le tableau jusqu'au bout, mon cher Guillaume. Un mot au sujet d'Alpine. Il y a un sujet qui fâche. Un petit truc quand même sur McLaren. Tu dis McLaren, c'est pas tout à fait vrai. Et Norris et Piastri, à un moment, regardent leur pneu avant gauche et disent mais on fait comment pour y arriver là ? Ils devaient ravitailler. En réalité, là pour le coup, sans le savoir, là en course, la Ferrari était supérieure pour moi. Allez, un mot au sujet d'Alpine. Alors, qu'est-ce que tu as écouté, Flavio, interviewé par Jean Alési ? Pas grand-chose à dire. Ça y est, c'est le patron. Il t'a vu, il a la chemise. C'est lui le grand patron d'Alpine. Non, c'est en quelques mots, c'est un Grand Prix qui est très neutre. 14e et 15e. On comprend pas bien la voiture. Parfois, ça marche bien, parfois beaucoup moins. Bon, là, il vous faut de la vitesse. Le moteur Renault étant pas le plus performant, on était loin. 14e, 15e au départ, aussi à l'arrivée. Ocon a tenté de rester longtemps en course
en attendant la pluie pour gagner un peu un pit stop entre guillemets gratuit, mais ça n'a pas fonctionné parce que la pluie n'est jamais arrivée. Ils se sont battus avec leurs armes, c'est-à-dire pas grand-chose aujourd'hui. Et pour parler de Viry, je renouvelle ici mon soutien absolu au personnel de Viry et au savoir-faire français par rapport à Renault. Et j'espère que le futur gouvernement fera un peu de pression sur l'état-major de Renault pour maintenir ce savoir-faire, qui est pour moi un patrimoine non seulement du sport automobile, mais aussi du sport français, et il faut le défendre. Alors tu portes, Philippe, une casquette en hommage à Ayrton Senna, mais tu es aussi un grand fan d'Alpine, bien sûr. Ouais. On l'a dit, une délégation était présente à Monza, à Viry-Châtillon, symboliquement, pour faire... Ils ont fait le déplacement dans les tribunes, ils n'ont pas manifesté, mais pour soutenir l'usine, même s'ils ont fait grève symboliquement à l'usine. Qu'est-ce que tu penses de cet abandon potentiel, même s'il n'est pas encore officiel, du moteur Renault en F1 ? Je trouve ça évidemment hyper triste pour plein de raisons. D'abord pour Renault, pour la France, pour ce qu'ils ont fait en F1, pour le V10 qui est absolument incroyable. Avant le V10, pour l'arrivée du moteur turbo en Formule 1, ils ont quand même tout gagné. Ils ont tellement gagné qu'on a changé les règlements pour que Renault arrête de gagner. Donc c'est quand même totalement injuste. Et moi, c'est une des choses que je déteste dans la Formule 1 actuelle et que j'adorais dans la F1 d'avant, c'était que c'est des pilotes, mais c'est aussi des ingénieurs, de l'intelligence. Et quand on fige les moteurs, c'est plus la F1. Moi, je n'aime pas qu'il y ait un seul fabricant de pneus. Moi, j'aimerais qu'il y ait comme avant Goodyear qui se batte contre Michelin, qui a les meilleurs pneus, qui a les mauvais. On fait un mauvais moteur, 6 mois plus tard, il y a un nouveau moteur. Et on se bat tout le temps. Ouais, et je trouve ça une injustice totale. Toutes les écuries font des nouveautés, sauf le moteur. Pourquoi ils ne veulent pas ? Parce qu'on sait, c'est politique, on sait que comme le moteur a 20, 30, 40 ou 50 chevaux en moins, on n'a pas le droit de le changer. Et je trouve ça complètement injuste. Et moi, je soutiens les gens de Viry. Et j'espère, et je me disais, mon espoir, c'est à partir de 2026, c'est ça, 2026, les nouveaux moteurs. Ouais. Alors, il paraît qu'au banc, ils tournent bien. Peut-être que Flavio a des infos, peut-être que le nouveau patron de Renault, après Carlos Ghosn, dont le nom m'échappe à l'instant, voilà, a des infos et qui sait que le moteur n'est pas bon au banc et qui ne veut pas subir une humiliation et qui veut mieux se tourner vers Mercedes. Mais je trouve ça d'une tristesse effarante. C'est plus une question d'argent, Laurent. Ouais. On sait que c'est très cher développer le moteur. Oui, mais après, tu peux le vendre. Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont personne. On va répéter ce qu'on a déjà dit dans des émissions précédentes. 100 millions, en gros. 100, un Grand Prix sur 3 de l'ère Renault a été gagné par Renault. Voilà. Un Grand Prix sur 3. Donc c'est pas une écurie, enfin un championnat sur 3, pardon, a été gagné par un moteur Renault. Donc c'est pas une écurie ridicule, quoi. Non. Donc c'est là où c'est dommage d'arrêter un truc comme ça. C'est pas BM, c'est pas Toyota. Et je suis d'accord avec toi sur un point. Là par exemple, donc on sait que Red Bull est embêté parce qu'ils ont supprimé le système de freinage qui est asymétrique. Mais quand tu regardes, moi je me suis intéressé d'un point de vue ingénierie à ce qu'ils ont fait, mais c'est juste génial. Et en fait, j'ai l'impression que, alors ça va rendre les fous, mais on veut la rendre lisse. On veut rendre le monde dans lequel on vit lisse. Alors, j'ai pas utilisé le terme woke, mais on veut que tout le monde soit pareil, que tout le monde. Et donc, en fait, on perd. Pour moi, la F1, c'était l'innovation. C'était quand les mecs, ils avaient sorti l'ouverture F qu'ils avaient appelé parce que chez Mercedes où ils mettaient le pied avec le pied, ils faisaient rentrer plus d'air. Oui. Le F. Quand les gars il y a des gars, un jour, ils ont roulé avec 6 roues. Ils ont dit, on essaye. Ils ont dit, oui, on essaye. Bon, ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas, mais ils ont dit, on essaye. Ouais. Et pour moi, la F1, c'était un peu ce truc-là. C'était un peu des avions de chasse où les gars tentaient des trucs improbables et de temps en temps, il y a des choses qui marchaient. Et là, c'est tout le monde. On veut mettre tout le monde au même niveau. On veut mettre. Alors, du coup, tu fais un championnat où il y a une seule écurie qui fabrique. Il y a un seul moteur, une seule, et il n'y a plus que. Laurent, je suis d'accord avec toi sur le constat et sur le principe aussi. J'ai un petit bémol. On est tous quand même contents ici d'avoir un championnat plutôt serré. On était tous un peu mécontents quand Red Bull avait une suprématie énorme. À l'époque où tout était permis, tu avais 3 secondes entre la première voiture et la seconde, quoi. Donc, disons que... Non, parce qu'il y avait une... Attends, je t'interromps parce que moi aussi, ce que j'aime, c'est la course. C'est pour ça que je me réjouis du fait que les Red Bull n'avancent pas. Mais la grosse différence, c'est que ce qui est intéressant, c'est le salary cap. C'est qu'il faut dire qu'il y a un budget global. Il y avait des équipes très très riches, des équipes pauvres qui pouvaient strictement rien faire. La Toleman ne pouvait jamais doubler une Ferrari. Ouais. Là, on met un salary cap pour tout le monde. Et après, c'est pas l'argent qui fait gagner. Regarde ce que j'ai mis sur mon t-shirt. Just use it. Utilise ton cerveau. Les mecs chez Renault, ils peuvent pas utiliser leur cerveau. On leur interdit de modifier leur moteur. C'est pas juste. Dans ce sens-là, yes, ok. Moi, j'ai une question pour toi. Tu portes une casquette, nationale, donc signée Ayrton Senna. Et a priori, sur ce plateau, tu es le seul à avoir déjeuné en tête-à-tête avec Ayrton. Moi, je veux bien que tu me racontes ça. Alors, je vais te raconter. Ça fait depuis le temps que je suis la F1. Je travaillais dans un journal qui s'appelait Actuel.
qui a fondé ensuite Radio Nova et plein de choses, et plein de gens sont sortis d'Actuel. Et un jour, Bizot, le grand patron d'Actuel, qui est plus de ce monde, qui est un génie de la presse, et tellement drôle, un mec tellement ouvert, m'appelle, on faisait le bouclage le dimanche. Et je lui dis, écoute, j'arrive, mais tout à l'heure, et que je n'étais pas au bouclage. Et je dis, je regarde la Formule 1. Il dit, qu'est-ce que c'est chiant la F1, etc. En 1 minute, je lui explique que c'est hyper intéressant. Il me dit, il y a un mec intéressant. Je dis, ouais, il y a un jeune Brésilien, il s'appelle Ayrton Senna. Et 3 mois plus tard, c'était le début de la saison, et parce que c'était l'intersaison, j'étais au Grand Prix du Brésil avec Ayrton Senna, déjeuner en tête-à-tête, une interview avec lui dans son mobil-home. Et j'ai jamais vu un mec comme ça. J'ai jamais vu un type aussi décidé, aussi jeune, aussi dingue. Quand il te parlait, t'avais l'impression que c'était à la fois un fou et Édouard Balladur. T'avais l'impression qu'il savait ce qu'il allait faire et qu'il savait pas ce qu'il allait faire. J'ai rarement vu un type qui avait un tel charisme. Voilà. Et donc, hommage à Ayrton Senna, qui roulait avec le moteur Renault. Ouais. C'était la Lotus à moteur Renault, où les mecs, ils sortaient sur ils avaient le droit de faire des specs de qualif. Les mecs sortaient 1200, 1400 chevaux sur un demi-tour. Ils changeaient le moteur à chaque tour. Mais c'était tellement génial. Ils avaient des moteurs de pluie, des moteurs pour le mauvais temps. Des essences optimisées. Tout était tellement génial. Ouais. Alors, super, pour rester avec toi, Philippe, après le flop de Guillaume pour McLaren, toi, tu vas plus loin. Ton flop, c'est pour Oscar Piastri. Non, c'est Lando Norris. Ah, c'est Lando Norris. Oui, c'est Lando. J'ai écrit Piastri, mais non, c'est Norris. Ah bon, c'était Norris. Oui, Norris, il est pas à la hauteur du truc. Il devrait, d'abord, il est le leader de l'équipe. Donc, il devrait faire en sorte qu'on ne vienne pas lui chier dans les bottes. À savoir que le deuxième ne vienne pas le doubler. Il devrait arriver à faire passer ce message-là en management. Et ensuite, pour moi, je pensais qu'il allait être meilleur que ça et je suis un peu déçu par lui. Lando Norris, c'est un chien fou. Il va faire n'importe quoi. Il va faire comme faisait Max quand il est arrivé au début. Il faisait une super course et après, il se tapait comme un... Tu parles de Piastri, là. Comment ? Non, tu parles de Norris. Non, je parle de Norris. Norris, c'est pas vraiment un chien fou. Non, pardon, oui. Piastri va faire le chien fou. Ouais. Mais c'est à Norris de dire, nous sommes avec un chien fou, gardons-lui les qualités et préservons-le. Là, je suis d'accord avec toi, c'est que Norris, là où il m'a un peu déçu, c'est que d'habitude, il est très bon dans la gestion des pneus. Voilà. Et là, pour le coup, il a pas fait. Et moi, je pensais qu'il restait un peu troisième et qu'il allait faire la différence après, à la fin de course, pour redoubler Piastri. Et là, il l'a pas fait. Voilà, attends, je veux juste dire un tout petit mot pour clore ces deux conversations. Il y a une phrase que je déteste. 4 syllabes, gestion des pneus. J'en peux plus de la F1 où on fait de la gestion des pneus. On dirait des mecs qui comptent des post-it. Les gars, la F1, c'est d'aller vite. Moi, je me souviens, quand les mecs allaient à fond, on rentrait, on remettait des pneus neufs, on remettait de l'essence. C'était complètement dingue. Et maintenant, pourquoi c'est pas bien ? C'est pas spectaculaire parce qu'en plus, ils ont des infos que nous, on n'a pas en tant que spectateurs. Et je trouve pas ça moins intéressant qu'auparavant. Est-ce que vous pensez qu'il faut mettre un carton jaune justement à Oscar Piastri, même si c'est pas ton flop ? Est-ce qu'il aurait, est-ce qu'il c'est vraiment raisonnable d'attaquer alors que son leader, n'est pas leader. C'est des pilotes, c'est pour ça que je l'ai mis en top. C'est des pilotes, les mecs, ils ont là. Ils touchent presque de la main la tête du championnat. Là, chaque point compte. Mais on n'a pas de preuves. Non, mais ils ont un management quand même. Ils ont des employeurs. Ce n'est pas parce que Piastri passe devant. Encore une fois, ce qui a été dit tout à l'heure par Alain, c'est important. Et il y a toujours cette sagesse que j'apprécie chez Alain. Ce qui intéresse Zach, c'est le pognon. Et le pognon, c'est l'équipe. Qu'il est Norris, Piastri ou Piastri-Norris, lui, il s'en fout. Il aurait pu avoir le 0 s'il se touchait. Oui, mais ils ne se sont pas touchés. Oui, alors du coup, on ne fait plus rien. Non, mais du coup, on ne fait plus rien. Alors on dit à Russell, ne double pas Pérez parce que tu risquerais de ne pas finir et de ne pas donner les points. Et puis du coup, personne, on fait des qualifs. Et à la fin des qualifs, on a le résultat. Regarde le nombre de points qu'a perdu Renault il y a 2-3 ans, quand c'était la guerre entre les équipiers. Dis-toi qu'avec Zach Brown, l'incident Ocon-Gasly ne se serait jamais produit. T'as déjà vu la tête de Zach Brown ? Tu rigoles. C'est un tueur, quoi. En tout cas, une chose est sûre, la victoire. C'est pareil, quoi. C'est boum, il dégomme le mec, on ne sait pas pourquoi. Donc, la victoire de Ferrari, tu suis comme un petit toutou. La victoire de Ferrari, elle doit beaucoup à cette opposition au premier tour. Si Norris n'est pas déstabilisé... Non, s'il vous plaît. Si Norris n'est pas déstabilisé par Piastri, Leclerc, Charles, il gagnait pas de place. C'est clair. Oui. C'est quand même dit, il n'a pas le DRS pour mettre la pression. C'est pas ça qu'il fait. Ferrari aurait fait une stratégie à un arrêt. Puis les gars, il faut juste voir la tête de Piastri et Norris sur le podium. Les mecs sont tellement surtout celle de Norris, en fait, parce qu'ils avaient la victoire. Il avait la victoire et le doublé en poche. Alors, est-ce que vous pensez que McLaren a perdu le championnat ? Pilote à Monza.
Non. Je pense que personne ne sait, c'est ça qui est extraordinaire. Alors moi, allez, je m'engage un peu, après on pourra reprendre les bandes. Moi, je pense qu'ils l'ont déjà perdu et pas à Monza. Moi, je pense qu'ils l'ont perdu depuis Canada, Autriche, Silverstone, et là encore un de plus. À chaque fois que... ils ont laissé passer et je vais rajouter un peu la Hongrie. Parce qu'ils n'ont pas fait le switch entre Norris et Piastri. Oui. Je m'engage peut-être. Je pense que les constructeurs, ils vont le gagner haut la main. Par contre, je pense qu'il manquera quelques points à Norris. Et c'est Monza, mais aussi les autres Grands Prix avant, je le dis quasiment toutes les semaines, où ils ont perdu des points. Laurent, ton flop. En même temps, c'est une écurie en soi qui est jeune. Hein. Rappelle-toi de McLaren il y a 1 an et demi. Au fond du trou. Et puis là, bam, 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 ça monte. Ben oui, ils font encore des erreurs. Voilà, ça me paraît normal. Deuxièmement, il y a le patron qui a dit d'abord les marques et puis après on verra. Moi, j'ai pas dit que c'était foutu. C'est foutu d'ailleurs pour personne. Ce qui est génial, c'est que la Formule 1, mais il y a peut-être, je sais pas, 10, 15, 20 ans que ça n'a jamais été aussi serré, magnifique qu'aujourd'hui. On arrête de se plaindre, quoi. Laurent, ton flop. Mon flop, alors... Avant, j'ai souvent dit que le premier virage était catastrophique pour Norris, parce qu'il s'est quand même loupé 3 fois au premier virage, quoi. Donc t'imagines, tu te qualifies en tête et au premier virage, tu te fais doubler soit par ton coéquipier, soit par des concurrents, ça craint. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu plus loin que ça. Il y a aussi le premier tour, quoi. Il n'y a pas que seulement le premier virage. Tour maudit. Le premier tour est quand même maudit pour Norris. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de malédiction chez Norris. Alors, c'est-à-dire que en fait, il est bon. On peut pas lui enlever le fait que ça reste un bon pilote. Il est dans le haut du panier, mais il va lui manquer ce côté, tu vois, qui fait que il va être. Il va pas se laisser désarçonner à n'importe quel moment. Lisse encore. Il est un peu en dureté. Mais le paradoxe, c'est qu'il est pas lisse humainement. C'est le plus bringueur, c'est le plus déconneur, c'est le plus, tu vois, en personnalité. C'est pas de faire la bringue qui te fait gagner des courses. Ce que je veux te dire, c'est que plus politique, c'est ça. Au sein de l'écurie pour s'imposer comme le numéro 1, ce qu'a su faire Verstappen. Il a écarté tous les numéros 2 qui auraient pu faire de l'ombre. Mais tu vois, le côté bringueur, c'est que le côté bringueur te rend un peu moins crédible. Juste un mot, Verstappen, il les écartait aussi au chrono. Ce qu'on fait pas tout à fait avec contre Piastri. Piastri est monstrueux. Piastri est monstrueux. À un moment donné, il y avait et voilà encore une mauvaise gestion d'Alpine. Quand tu penses qu'il était chez Alpine, mais c'est dingue. Piastri était chez Alpine. Oui, Piastri. Mais Norris, on parlait de lui en fin de saison dernière chez Red Bull, et c'est Verstappen qui a dit non, moi je veux garder Verstappen parce que c'est un vrai risque. Pérez. Autant pour moi. C'est l'émission des lapsus aujourd'hui. On a gagné, on a bu du Lambrusco. Moi j'en ai pas encore fait nous qui avons bu. Vous êtes des spécialistes en face, vous allez corriger les erreurs vous-même. Ne vous inquiétez pas. C'est terrible. Attendez le retour de Patrick Depailler, vous allez voir. Concrètement, mon flop, si ça vous intéresse, c'est pour Kevin Magnussen. Alors, on juge. Alors, il est interdit de Grand Prix. Il est disqualifié pour le prochain Grand Prix. Alors, explique pourquoi. En fait, il y a une licence. Tu as une licence avec 12 points. Il a perdu comme la voiture. Donc, en fait, tu as un truc. Et donc là, il a perdu 2 points. C'est dans le règlement. Il en avait déjà grillé 10. C'est un truc, c'est des points glissants. Donc, il se retrouve à 12. Donc, il n'a plus le droit de courir. Il peut pas demander à sa femme de les prendre, parce que je connais des gens qui font ça. Aussi. Nicolas, si tu nous écoutes. Concrètement, beaucoup de pilotes jugent sévère, c'est vrai, parce que l'accrochage. C'est un peu sévère. L'accrochage n'est pas. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il paye pour l'ensemble de sa carrière. Oui, tout à fait. Oui, parce que le principe des points, c'est que c'est des points. Non, mais c'est pas jugé sur. Il a pris des points. Il a pris 10 secondes aussi, quand même. Je veux pas dire. Mais il y a certains pilotes qui sont davantage protégés que d'autres sur ce type de manœuvre. Je ne vais pas revenir dessus parce que je me suis fait un peu attaquer. Non, mais aussi quand tu joues le championnat, c'est pas comme quand tu es en milieu de grille. Moi, je comprends qu'on se frotte quand c'est pour être un ou deux. Quand c'est un ou deux. Mais si c'est un. Bon. Dans le même style, il y a Max Verstappen qui dit Hamilton, c'est pas bien ce qu'il a fait. Moi, je me suis fait, j'ai pris une pénalité pour ça. Et tu vois, ils sont tous dans cette espèce de, je regarde la poutre, je regarde pas la poutre que j'ai dans mon œil, je regarde la paille dans l'œil de mon frère. Je crois que ce qu'Olivier veut dire, c'est ce qu'Olivier veut dire, c'est son œuvre, quoi. Ça fait des années que c'est un bouchon et le passé, c'est vraiment un truc horrible. Donc c'est ça qui paye. Alors le remplaçant, ce sera certainement Oliver Biermann, qui est le deuxième pilote Haas qui a été titularisé pour l'année prochaine. Non. Allez, on enchaîne par le second chapitre de cette émission. On va parler du nouveau de chez Mercedes, à savoir le petit Kimi Antonelli. Mais en préambule, un petit clin d'œil à notre sponsor NordVPN. NordVPN qui vous propose une solution pour sécuriser votre navigation sur le net et pour vous, fans de F1, une solution économique et simple pour regarder la F1 sans abonnement
ou presque. Je vous donnerai, ou Laurent vous dira tout dans un instant. Les amis, c'est officiel, Antonelli remplacera Hamilton en 2025. Sur le papier, rien de plus normal puisque Kimi est issu de l'académie Mercedes comme George Russell. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette annonce? Est-ce que vous trouvez que c'est logique que Kimi soit titularisé à seulement 18 ans au sein de l'écurie Mercedes? Qui veut prendre la parole? Je veux bien. Allez, Laurent. Bien. Bon, d'abord, il a un parcours assez impressionnant. C'est-à-dire que toutes les promotions précédentes qu'il a faites, il les a gagnées. Bon, il brille pas particulièrement en F2, tu vois, mais tout ce qu'il a fait avant, il a gagné haut la main. Il a été détecté très très tôt, c'est-à-dire autour de 12 ou 13 ans par Mercedes. Et Toto s'est pris d'affection pour ce jeune. Donc, je pense qu'il a le nez creux, Toto. Il se dit c'est potentiellement le prochain Hamilton ou le prochain Max Verstappen. Donc, il semble talentueux. On sait que c'est pas le choix premier de Toto Wolff. On sait que Toto Wolff voulait à tout prix avoir Max Verstappen. Ils ont attendu, et à un moment donné, il fallait faire un effet d'annonce. Tu vois ce que je veux dire? Ça tombe bien, il est italien, donc voilà quoi. Et c'est marrant parce qu'il y avait Kimi Raikkonen sur le Grand Prix, donc en Italie. Donc il y avait les deux Kimi, parce qu'en fait son second prénom, c'est en hommage. Ils sont pas tous d'accord apparemment sur cette version. C'est comment alors? Kimi, c'est quoi? Il s'appelle Andrea. Il s'appelle Andrea. Kimi Antonelli, mais alors certaines disent parce que les parents sont fans, mais les parents justement disent ils sont fans d'Andrea de Césaris. Peut-être, on verra. Dans les faits, les amis, c'est la première fois que Mercedes titularise un pilote aussi jeune, âgé de seulement 18 ans. Rappelons-nous que George Russell avait passé plusieurs saisons chez Williams avant de succéder à Valtteri Bottas. Donc, est-ce que vous pensez que c'est un risque que prend, un pari risqué que prend de mon souvenir, Verstappen avait démarré à 17 ans et il n'avait même pas le permis de conduire. Chez Toro Rosso. Oui, mais je pense que c'est un risque mesuré. Bon, ça ne vous a pas inquiété, les tifosi, le crash dans la parabolique, alors qu'il effectuait ses premiers tours de roue en essai libre ce week-end? Oui, après, ils ont cherché à faire en sorte qu'il soit le plus rapide en piste, ils lui ont mis des tentes, enfin, ils ont tout fait finalement pour qu'il aille se crasher, ce pauvre Kimi. En tout cas, ce n'est pas la première fois qu'on a des pilotes aussi jeunes qui arrivent. On parlait de Max Verstappen, mais il y a aussi Stroll, ça c'est le contre-exemple. Il est arrivé un peu jeune, mais peut-être pas pour un son peu trop. talent. Mais il arrive un peu jeune, il arrive à la maternité sur son papa. Oui, non. Il faut quand même dire ça, oui. Non, mais il avait un jour, quand il est arrivé dans l'équipe. Non mais les gars... C'est clair. Mais je pense que Mercedes a finalement, face au raté, ils n'ont pas réussi à avoir Max et ils ont peur aussi de l'effet Piastri, c'est-à-dire de se dire c'est peut-être un jeune talent et on ne veut pas le laisser partir et on a peur de le voir prendre par une autre écurie. Donc c'est certes un risque pour eux, mais bon, écoute, moi j'ai été étonné par quelque chose et j'aurais bien ton expertise, parce que tu as l'air de bien connaître Mercedes, c'est quand il s'est sorti... Toto Wolff l'a tout de suite défendu en disant il a été extraordinaire. Et comment on peut être extraordinaire en faisant un tour et demi? Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire, ou est-ce que c'était pas politique pour ne pas lui mettre la pression? Alors je pense que c'est politique, je pense que c'est aussi pour lui. Je pense que en disant c'est normal, ce que je lui ai dit après, tu assois ton image de manager. Je lui ai dit que c'était pas grave, que j'ai déjà encadré d'autres pilotes, que je sais. Donc ça justifie tout son erreur à lui potentielle de Toto en disant ça. La deuxième chose, c'est il veut que ce soit un champion, donc il lui dit mais c'est pas grave, c'est pas là-dessus. C'est marrant parce qu'il dit c'est pas là-dessus que je vais juger le fait de le saisir. Non, ce qui m'a étonné, c'est pas ça. C'est quand il a dit les tours qu'il a fait juste avant étaient extraordinaires. Oui, moi j'ai vu les meilleurs temps. Il prenait les meilleurs temps. Il prenait les meilleurs temps. Il était 14 secondes plus rapide que Hamilton. Ouf. Oui, non mais ça veut rien dire. Non mais ça veut rien dire justement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faisait des temps intéressants. Et juste en conférence de presse, Toto Wolff a dit deux choses. Russell a peut-être passé trop de saisons chez Williams. Donc je pense qu'il voulait vraiment avoir une prime à la jeunesse. Et deux, il a dit qu'il serait patient et indulgent, en gros, en creux, avec les potentielles erreurs de débutants de Andrea. Le plus heureux, c'est Russell. Russell, d'un coup, il se retrouve... Pas après le crash, Pas après le crash. Parce que c'était sa voiture à lui. Mais c'est voulu bienveillant quand on l'a entendu. Il a été interviewé aussi, Russell. Donc lui aussi, c'est pareil, il a essayé de rassurer Kimi et rassurer tout le monde sur les performances de Kimi. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus préféré? Juste un mot sur la F2. Parce que là, en fait, on voit qu'il y a vraiment une grosse prime à la jeunesse en Formule 1 et les pilotes viennent de plus en plus jeunes. Et en fait, ça, c'est un premier mouvement. Donc ça a commencé avec Verstappen, d'autres, Stroll, et maintenant ça continue. Et Douane chez Alpine. Exactement. Mais il y a aussi une deuxième dynamique, c'est que les performances en F2
très conjoncturellement, compte moins qu'avant. Antonelli, il a fait F4, F3, il a gagné. Là, il est 7ème de F2. Ouais. Il y a des mecs comme Adjar, comme Pourcher, comme Drugovic, qui sont très bons en F2. Pourcher, champion de F2. Exactement, et ils n'ont pas de volant. Pourquoi ? Parce que les patrons de Formule 1 vont chercher les jeunes, pas en F2, mais déjà à 12-13 ans. Avant, et ensuite ça devient leur poulain et ils les font monter plus vite que les mecs qui performent en F2. Et puis c'est vraiment le porte-étendard de l'académie Mercedes. Est-ce que vous pensez que quelque part Toto Wolff prend un risque au sens qu'on pourrait lui reprocher et qu'il risque sa tête si, je ne peux pas que tu puisses reprocher grand-chose à Toto Wolff. Non, mais s'il se plante avec mais se planter, il ne se plantera pas. Non. Le seul truc qu'il y a d'abord, moi je ne suis pas fan, mais George pour moi devient meilleur chaque fois. Donc il va avoir un vrai premier pilote qui en plus sera plus tranquille, soyons clairs, être l'équipier de Lewis. Il y a de la place. Voilà. Donc il a George pour une saison 2025 qui sera quand même une saison de transition. On le veuille ou non. Donc, en gros, moi je trouve que c'est un bon calcul qu'il fait. Tu n'aurais pas mis Sainz et tu aurais mis Sainz chez Mercedes pour 1 ou 2 saisons et Kimi en attente chez. Mais non, Kimi comme ça. Moi j'aurais mis. Mais Sainz, il a raison. Sainz, il n'a jamais surperformé. Il n'a jamais écrasé son coéquipier. Début de saison, il était pas mal quand même. Non, être pas mal, c'est pas surperformer. Voilà, il n'a jamais écrasé personne. Ça n'a jamais été un numéro 1. Il est très bon. Il est vraiment super bon. Tu ne me feras pas dire qu'il n'est pas bon. Ils sont tous très bons. Mais tu ne dis pas, waouh, quel bonheur d'avoir Carlos Sainz. Ouais. Et tu disais, Laurent, la piste Verstappen n'est pas complètement fermée. D'ici 2026, il peut quand même revenir, l'ami Verstappen, d'ici 1 ou 2 saisons, si Kimi ne performe pas ou si Russell fin de contrat en 2025 quand même. Voilà. Donc, fin de contrat de Russell. Ouais. Donc là, c'est à charge de Russell de performer. Bon, très bien. Donc je vous propose de passer à votre rubrique préférée, à savoir le quiz F1. Ah. Le quiz F1, 4 questions, une réponse dès la première vous rapporte 4 points, 3 points pour la seconde, 2 pour la troisième, et ainsi de suite. Si vous vous trompez, vous êtes éliminé. Et depuis quelques Grands Prix maintenant, le quiz F1 est lié bien sûr au Grand Prix où se déroule la course, à savoir le Grand Prix de Monza. C'est tous des gens qui ont gagné ou qui ont eu un effet sur ce Grand Prix. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? Oui. Allez. Une écurie ayant remporté le Grand Prix d'Italie. Je suis une écurie de F1 fondée par un pilote. McLaren. McLaren, bonne réponse de notre ami de fondé par Bruce McLaren. Oui, tout à fait, Philippe. Non, je dis ça pour les gens, il n'y a pas que des experts qui nous regardent. Il y a photo finish là. Ah ouais, je pense qu'il y a photo finish. Ah bon ? Ouais, c'était vous dormez le temps. Nous on était ici, moi j'ai entendu plutôt Alain. Bon, allez, on fait 4. Non. Allez, 4-4. Honneur aux invités. Oui. Non, sérieusement. Philippe et Alain, 4 partout. Je suis une écurie d'F1 fondée par un pilote. À mes débuts, ce fameux fondateur pilotait également ses propres voitures, ce qui était assez rare en F1. Je porte le nom de mon fondateur, McLaren. Je suis la seconde écurie ayant remporté le plus de victoires en Italie. Près de 11 succès et pas 12, malheureusement, ce week-end. L'écurie McLaren. Je suis un virage mythique du circuit de Monza. Tamburello. Parabolique. Non. Laisse-moi. Ah non. Oh bah merde alors. Stop. On les a tous fait. Je porte le nom. Oui, mais je veux le nom exact. Je porte le nom d'un grand pilote italien. Ascari. Non. La variante Ascari, c'est ça ? Non. Attends, mais il y a qui encore en jeu ? Parce que du coup. Il reste Fabrice et Laurent. Ouais. J'ai longtemps porté le nom d'une antenne ou courbe, mais c'est son ancien nom. C'était la parabolique, mais elle a un nouveau nom, la parabolique. Ah, d'accord. Ben oui. Comment ça s'appelle ? Kimi Antonelli s'y est craché en ELA. D'accord. Il y a un virage tombe de la vitesse, un pilote italien. Pilote Ferrari. Bon, moi j'ai plus le droit de parler, donc mais un 0 pointé, je l'ai pas. C'est la courbe Michele Alboreto. Oh bah moi non plus, j'ai pas. Du coup, Olivier, comme j'ai dit à la parabolique, est-ce que je peux avoir les 5 points ? Non, mais 12 puisque tu y es. Non, mais pourquoi pas 8 ? Non, mais tu as bien fait d'essayer. Je crois que même Alboreto n'est pas au courant. Ouais. Allez, non, le pauvre, malheureusement, il n'est plus de ce monde. Ouais. Un pilote ayant remporté le Grand Prix de Monza, messieurs, pour vous rattraper. Je suis le seul pilote australien à avoir remporté le Grand Prix d'Italie. Weber. Non. J'ai
pilote australien. Ricciardo. Et oui, David. David Non. Non, Daniel. J'ai popularisé le Shoei. J'ai débuté ma carrière chez Toro Rosso. Et j'ai remporté la course à Monza. 8 points pour Philippe qui prend la tête. Donc, Camille, il faut faire quelque chose. Un autre pilote ayant remporté le Grand Prix d'Italie. Un autre. Oui, quoi. Je suis le pilote brésilien ayant remporté. Piquet. Waouh. Je suis le pilote brésilien ayant remporté le plus de victoires en Italie, Nelson Piquet. 4 fois. 4 points pour Laurent qui revient du diable au vert. Ma dernière victoire en Italie remonte en 87 sur une Williams. Je suis triple champion du monde. Mon fils est au cœur du scandale du Crashgate. On va oublier ça pour les fans d'Alpine. Un autre pilote ayant remporté le Grand Prix d'Italie. Je suis un pilote italien. Ok. Ascari. Oui. Alberto Ascari, 4 points. Je l'avais déjà dit, moi. Mais je croyais que c'était le nom d'un virage. Je découvre que c'est un pilote seul. Mais bon, Et oui, j'ai remporté le Monza à 3 reprises sur une Ferrari. J'ai perdu la vie, malheureusement, aux essais en 55. C'était à Monza, d'ailleurs. Hein. Oui, malheureusement. Et la course où j'ai trouvé la mort portera mon nom quelques années plus tard, la variante Ascari. C'était un essai privé. C'est lui qui s'est jeté dans l'eau à Monaco, non? Non. Oui. Attends, sans faire exprès. Une semaine, quelques jours avant sa mort. Et d'ailleurs, il n'aurait pas dû faire les essais à Monza parce qu'il n'avait pas l'accord médical. Il a tenu quand même faire un tour et malheureusement, il a Et la légende dit que depuis, les bateaux sont écartés du quai pendant la course. Donc au départ de la course, les bateaux doivent reculer et il y a des plongeurs prêts pour plonger si une voiture sortirait de route. Ce qui est fou, quoi. Mais à la sortie du tunnel, c'est ça. Un pilote ayant remporté le Grand Prix d'Italie, je suis le co-recordman des victoires à Monza avec 5 victoires. Hamilton. Pilote. Schumacher, mais c'est ou l'un ou l'autre, c'est au Schumacher ou l'un ou l'autre. Et c'est donc Hamilton, et c'est 4 points pour Guillaume qui revient également. Donc 8, 4, 4. C'est serré cet épisode dont on fait la F1. Un pilote encore ayant remporté le Grand Prix d'Italie, je suis un pilote allemand. Berger. 4 points pour Philippe. Je passe à 12. Voilà. J'ai couru pour Ferrari. Berger, il est autrichien. Il est autrichien, ouais. Il est autrichien en plus. Gerhardt. Ouais. En fait, je dis n'importe quoi. Parce qu'on est là, on a Vettel qui apparaît, donc... Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on a Vettel à l'image. Oui, non, je dis n'importe quoi. C'est absolument pas Schumacher, c'est Vettel. Je dis n'importe quoi. Trop tard, tu m'as donné le point. C'est comme aux élections. On annule. C'était Vettel. Je suis. Parce que mes fiches se sont emmêlées. Il me manque. T'as Choumi pour une autre question, c'est ça? Tu veux Donc là, t'as la deux questions. En quelle année? La prochaine question, c'est Choumi. La dernière question. Autant pour moi, effectivement. T'as quand même gagné. Allez, j'ai gagné. Je suis l'invité. Est-ce que je peux dire, il a gagné en 2008. C'était la première victoire de Toro Rosso. Je suis un pilote allemand. J'ai couru pour Ferrari. Je n'ai jamais gagné à Monza pour Ferrari. Et je suis sacré champion du monde à 4 reprises. Il s'agit bien sûr de notre ami Sébastien Vettel. Il manque, lui, tiens. Pas beaucoup qui manquent, mais lui. Il y a des rumeurs comme quoi. Oui, mais il a plus l'agnac. Il voudrait revenir chez. Voilà. Donc c'est un ex-aequo. Allez, on va faire un dernier pour la route. Qui a gagné le Grand Prix d'Italie l'année dernière? Je m'en souviens plus. C'était Max. Mais voilà, Max Verstappen. Mais bon, c'était donc Camille de répondre. Donc on reste à égalité. Qui a gagné en 2020? Pierre Gasly. Oui, c'est ça qu'il fallait poser comme question. Qui a gagné en 2019. En fait, les questions qu'il faut poser, c'est celles dont tu connais la réponse. En fait, c'est ça les bonnes questions. Non, mais c'est pour. On est en France ici. Allez, un mot au sujet de notre sponsor NordVPN. On vous le disait tout à l'heure en préambule, NordVPN, c'est une solution économique pour pouvoir suivre les Grands Prix de F1, parce que vous savez que si vous activez un VPN, vous pouvez regarder les Grands Prix en clair sur des chaînes étrangères, tout simplement comme la Belgique par exemple. Vous pouvez vous abonner par exemple à la chaîne de la FIA, de la Liberty Media, et sans passer par les foudres codines françaises, et avoir véritablement les Grands Prix et regarder tout l'historique des Grands Prix de F1. Et vous avez tout l'étalage habituel d'un VPN pour la protection. Mais il y a toutes les fonctionnalités, donc choisir le pays, plein d'autres protections. Donc moi, je fais juste un truc, ce que je trouve alors je peux comprendre que tu négocies les droits. Ok, je peux comprendre qu'une chaîne un jour se décide à négocier les droits et de dire je veux les droits pour la France. Ça à la limite, ça me choque pas. Je trouve ça nul. C'est pas ma philosophie. Moi qui suis un peu très libéral. Non mais je peux le concevoir. En revanche, ce que je trouve con, c'est qu'à partir du moment où, depuis il y a quelques grands prix, donc ça a changé, on n'a plus accès non plus à tout le reste. C'est-à-dire qu'avant, tu avais accès aux historiques, tu avais accès... Tu parles donc de la chaîne, de Liberty Media, de la FIA, en fait, la chaîne F1,
F1 TV, l'application F1 TV, tu n'as plus accès à aucun contenu historique ou analyse technique ou quoi que ce soit. Donc, tu peux comprendre que tu n'aies plus accès. Et au qualif, au moment où ça commence. Pas 10 minutes avant, pas le pré-grand prix. Pour quelle raison? Pourquoi ils ont fait ça? Canal+ a les droits sur la France. Non, officiellement, c'est pour la loi anti-tabac, mais on peut penser que c'est Canal+ qui a fait pression. Bon, et donc moi je vous dis juste, je me suis fait, l'autre jour j'avais un peu de temps, je me suis fait, donc grâce à NordVPN, j'ai regardé une partie donc, de F1, sur F1 TV qui s'appelle Tech Talks, et qui t'explique, mais vraiment en détail, mais vraiment avec de l'analyse sur les changements et tout. Mais c'est passionnant en fait. Passionnant. Je me dis, je vais regarder 5 minutes, j'ai passé 1h30 quoi. Au bout d'1h30. Canal fait quand même du bon travail aussi. Non, mais attention, attention. Ce que je veux dire, c'est que le contenu, Canal fait un travail exceptionnel sur l'analyse et les trucs, mais ce truc-là il manque, il existe, il est disponible. Moi j'ai un abonnement payant, tu vois, qui me coûte presque 100 € par an, et j'ai envie de pouvoir regarder ces trucs-là. Et ben j'ai plus le droit. Et NordVPN vous offre 4 mois d'abonnement si vous souscrivez à un abonnement pour 2 ans, donc profitez-en. Le lien sont dans la description de la vidéo et vous tapez un petit code, vous allez voir au RLF1 pour avoir droit à cette réduction. Allez, on passe à la Minute Insta. On parlait il y a quelques minutes d'Andrea Kimi Antonelli, mais il pourrait aussi se prénommer Ayrton, tant la ressemblance physique avec Senna est grande et pour le moins troublante. Regardez. La réincarnation de Senna, c'est fou. C'est assez troublant. Hein. Incroyable. On connaît également, regardez, le responsable du crash de la safety car à Monza la semaine dernière. Regardez, magnifique. Ça fait ma joie. Qui s'est crashé le mercredi. Voilà, c'est Verstappen qui est passé par là, il est vraiment pas content en ce moment. Et puis pour faire plaisir à nos tifosi, la ferveur après la victoire de Leclerc, regardez ces belles images, ce selfie que nous a envoyé Leclerc sur son compte Instagram et son compte TikTok, c'est magnifique, ce magnifique selfie, regardez, cette foule, c'est quand même magique. C'est sympa d'ailleurs qu'il laisse comme ça la piste être envahie par les tifosi, c'est de toute beauté. Et puis, allez, une petite pique à Max Verstappen. Regardez, l'hymne, si connu dans les tribunes à Max Verstappen, a un peu changé ce week-end. Regardez, il est 7. Maxi 7. Maxi 7. Voilà, c'était. Bon, ça va, il a tellement gagné qu'on peut en lâcher une de temps en temps. Allez, on passe au prono du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Les pronos avec notre partenaire principal de cette émission, Winamax. Cette émission, vous le savez, elle est sponsorisée par le site de Paris en ligne qui offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier. Le bonus 1, Winamax vous offre l'équivalent de votre premier dépôt en pari gratuit jusqu'à 100 €. Et le bonus 2, Winamax vous verse sur votre compte joueur 10 € supplémentaires en cash avec le code promo ORLF1. Alors comment ça marche? C'est très simple, mon cher Laurent. Il vous suffit de créer votre compte sur winamax.fr. Vous effectuez votre premier dépôt, le minimum par carte bleue est de 15 € et vous recevez immédiatement l'équivalent du montant du premier dépôt en pari gratuit jusqu'à 100 € maximum, et vous saisissez le code promo ORLF1 de votre premier dépôt pour profiter des 10 € supplémentaires. Voilà, par exemple, en clair, le premier dépôt est doublé jusqu'à la limite de 100 €, plus 10 € offerts avec le code, je l'ai déjà dit, ORLF1. Donc si vous déposez 20 €, vous avez 20 € supplémentaires, plus 10 € en bonus. C'est un beau cadeau. 50 € au total. Ouais, ça vous fait 50 € au total. N'hésitez pas à essayer. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir et qui n'est pas du tout une alternative au travail, bien entendu. Et un grand merci à Winamax qui sponsorise ce contenu. Alors, en attendant les pronos de nos fans du paddock pour Bakou, retour sur vos pronos au Grand Prix de Monza. On va rester sur la dynamique, on va dire Norris en premier. Je mettrai Charles en deuxième. Et Sainz en troisième. Pas loin. Sainz en troisième. Donc un doublé Ferrari en deuxième et troisième place. Guillaume, ton prono pour le Grand Prix de Monza? Je mettrai Norris en 1, Verstappen en 2 et Leclerc en 3. Ange, de ton côté? Alors je vais mettre Piastri en 1, Norris en 2, Sainz en 3. En espérant qu'il n'y ait pas après des consignes d'équipe pour faire passer Norris en fin de course. Mais Piastri, Norris, Sainz. Donc Camille, t'es pas loin.
Je suis toujours d'accord avec le team principal. Je modifie juste un truc, mais pour des raisons qui sont religieuses. Hein. C'est Charles en 1, Lando en 2 et Carlos en 3. Pas mal, pas mal aussi. De mon côté, première place pour Norris, second Leclerc et troisième Verstappen. Pas mal, donc Camille, bravo, vous êtes vraiment pas loin. Impressionnant. Guillaume, ton prono pour cette semaine? Norris en 1, Piastri en 2, Leclerc en 3. Laurent. Hamilton. Oh. Ouais, il faut. Hamilton, Piastri, Leclerc. Philippe. Allez, t'as presque gagné le quiz. Norris, il va quand même y arriver une fois. Ouais. Leclerc, Verstappen. Donc, Ami. Norris, Leclerc, Russell. Pépone. Leclerc, Norris, Verstappen. Ah, Leclerc. Bon, et moi je reprends comme donc Camille, à savoir Norris, Leclerc et Russell. On ramasse les copies dans 15 jours. C'est la fin de Refait la F1. Merci de l'avoir suivi, les amis. On se retrouve donc dans 2 semaines pour le grand débrief du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Soyez au rendez-vous. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner, bien sûr, à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Merci Philippe, merci Laurent, merci Guillaume. Merci donc Camille, merci Pépone d'être là chaque semaine. Et on se retrouve dans 15 jours. Soyez au rendez-vous. Salut!